Dans cette capsule, on aborde le dernier concept important du chapitre 8. Il s'agit de la puissance. Qu'est-ce que c'est que la puissance? En fait, c'est relié au travail, mais on ajoute là-dedans le facteur temps. Par exemple, ici, le cheval qui est là va monter une caisse, donc il va faire du travail, mais on va définir la puissance comme étant le travail qui est fait par unité de temps. Donc, euh, plus on accomplit ce travail-là rapidement, plus la puissance va être importante. Donc ça serait la puissance moyenne sur un intervalle de temps, donc le travail total accompli par unité de temps. Les unités de la puissance, alors comme le travail se mesure en joules, le temps se mesure en secondes dans les unités du système international, bien ça sera des joules par seconde, donc pour les unités. Et comme c'est un concept important, la puissance, on a défini avec ça une nouvelle unité, donc des joules par seconde, on va appeler ça des watts, donc W majuscule pour les watts, en l'honneur de James Watt, donc un scientifique qui a travaillé sur les premiers moteurs à vapeur. Il y a peut-être une petite confusion possible ici. Là, vous voyez qu'on a deux W différents. W pour les watts, puis W pour le travail. Bon, ici, vous voyez que ici c'est une variable, comme c'est le travail, donc c'est en italique, tandis qu'ici c'est en caractère droit, puisque c'est une unité. Mais bon, il y a cette confusion possible là. Une autre unité qu'on voit quand même assez régulièrement, c'est le HP. HP, c'est pour horsepower, donc cheval vapeur, si on veut. Ça a été défini justement, ça a été défini en fait par James Watt. C'est que quand on a construit les premiers moteurs à vapeur, on voulait comparer la puissance de ces moteurs-là à une puissance bien connue pour faire du travail à l'époque, c'est-à-dire le cheval. Donc, un HP, ça correspond à peu près, grosso modo, à la puissance qu'un cheval est capable de développer. Et c'est équivalent à 746 watts. On utilise encore, entre autres, le HP souvent pour donner la puissance des moteurs, justement les moteurs de voiture, par exemple. Au Québec, souvent, on appelle ça des forces. Donc, on va dire j'ai un moteur de 150 forces. Donc en fait, quand on dit des forces, c'est vraiment pas un bon terme parce que c'est pas une force, c'est une puissance à ce moment-là qu'on parle. Des forces, c'est des HP en réalité, donc les chevaux vapeur. Des fois on dit des chevaux tout simplement, donc 150 chevaux par exemple, on fait référence au HP. Si on veut plutôt parler de la puissance instantanée, on recommence ici avec la formule de la puissance moyenne, donc le travail par unité de temps. Mais on sait que le travail, c'est la force fois le déplacement, donc produit scalaire de la force fois le déplacement. Et on remarque ici que on a le déplacement en haut et le temps en bas. Or, le déplacement par unité de temps, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse. Donc, on peut le remplacer par ceci. En fait, si on veut quelque chose d'instantané, au lieu de prendre delta R sur delta T, on va prendre dr dt, donc la dérivée de la position par rapport au temps, qui est en fait la vitesse. Donc, cette formule-là, force fois vitesse en produit scalaire, ça nous donne aussi la puissance, mais cette fois-ci la puissance instantanée. Il faut dire qu'on peut définir la puissance aussi comme étant non pas le travail, mais plutôt l'énergie par unité de temps. On va parler au prochain chapitre de l'énergie. Le travail et l'énergie, ça se mesure en joules. Donc, on peut aussi définir la puissance comme l'énergie dépensée, par exemple, par unité de temps. À ce moment-là, ça sera la puissance dépensée. On pourra avoir la puissance électrique, par exemple, si on utilise l'énergie électrique par unité de temps. Donc, tant qu'on a de l'énergie ou du travail, donc des joules par unité de temps, ça va nous donner de la puissance. Pour s'exercer un peu avec le concept de puissance, on va faire l'exemple 8.8 que vous avez dans votre volume. On nous dit dans un parc comportant une glissade, un enfant assis sur un tube se fait tirer par un remont de pente avec une vitesse constante de 4 mètres par seconde. Donc on peut imaginer qu'on a un enfant qui est sur un tube, il est en train de remonter, alors il y a une corde qui le tire à 4 mètres par seconde. L'enfant et le tube ont une masse combinée de 25 kg. La pente est inclinée de 10 degrés par rapport à l'horizontale et on a un coefficient de frottement cinétique de 0,2. Calcule la puissance instantanée du remont de pente si le câble tirant l'enfant est parallèle à la pente. On va supposer ici qu'il n'y a qu'un seul enfant qui remonte la pente à la fois, parce que c'est sûr que s'il y avait 25 enfants qui remontent la pente en même temps, ben notre remont de pente
devrait exercer 25 fois la même puissance en question. On veut la puissance instantanée, donc on va utiliser en fait la formule qu'on vient de voir pour la puissance instantanée. La puissance instantanée, c'est la force fois la vitesse. Alors ici, on veut la puissance du remont de pente, donc ça va être la force du remont de pente qu'on va prendre. Faisons un petit schéma de la situation. On a une pente comme ceci. J'exagère peut-être un peu l'angle. Ils nous ont dit que c'était 10 degrés. Donc j'exagère un petit peu. Supposons, comme je ne suis pas très bon en dessin, je vais juste faire l'enfant. Ça va être un carré, tout simplement. Et puis, je vais représenter les forces qui s'exercent dessus. Donc, ils nous disent que la corde qui tire l'enfant est parallèle à la pente. Donc, ça va être ça ici. Cette tension-là, cette corde-là, c'est en fait la force fournie par le remont de pente. Ensuite, on va avoir le poids, donc Fg, qui va être comme ceci. Une force normale, parallèle, c'est-à-dire perpendiculaire à la pente. Et on a un frottement, donc comme ceci, qui est parallèle, celui-là, à la pente, mais en sens opposé au mouvement, donc vers l'arrière. Alors, ce sont toutes les forces qui s'exercent et on avance à vitesse constante. Ils nous disent ici vitesse constante. Alors, vitesse constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. Donc, on va se mettre ici un système d'axes, XY, et on va décomposer nos forces. En fait, ça va être facile parce que la normale est en Y, la tension T est en X, le frottement est en X. Il y a juste le poids, en fait, qu'il faut décomposer. Donc, je vais le faire peut-être ici en bleu. Notre poids va avoir deux composantes. Comme on a 10 degrés pour le plan, notre 10 degrés va se retrouver ici. Et donc, on va pouvoir trouver nos composantes facilement. Alors, en X, ou tiens, je vais commencer par Y parce qu'on sait bien, on a fait ce type de problème-là plusieurs fois. En X, ça va nous prendre la normale pour pouvoir calculer le frottement. Donc, peut-être aussi bien de commencer par Y, où on va pouvoir calculer la valeur de la force normale. Donc, en Y, on va avoir la normale, justement. Donc, somme des forces en Y. Alors, on dit c'est égal à 0, puisqu'il n'y a pas de mouvement en Y. Alors, on a justement la normale qui est en Y. T puis le frottement n'auront pas de composante en Y. Et pour ce qui est du poids, on va avoir une composante qui va être mg, cosinus de 10 degrés. Donc, c'est bien le côté adjacent. Égale 0. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que la normale, elle est égale à mg cosinus de 10. Alors, on a la masse, c'est 25 kg. Alors, on peut calculer cette force normale-là. Alors, ça donne 242 newtons. Alors, pour notre force normale. On va pouvoir s'en servir maintenant en X. Alors, somme des forces en X, on va dire 0 aussi, puisque, encore une fois, je rappelle qu'on avait une vitesse constante, pas d'accélération. Donc, ça veut dire que la somme des forces en X est égale à 0. Bien sûr, il a fallu, là, pour mettre l'enfant au départ, en bas de la pente, pour mettre l'enfant en mouvement, il a fallu l'accélérer. Donc, la puissance fournie à ce moment-là a dû être un petit peu plus élevée. Par contre, on est ici en régime constant. Alors, on va avoir vers l'avant notre tension, T. La normale n'a pas de composante en X. Le frottement, lui, il va être vers l'arrière, donc négatif. Et le poids va aussi avoir une composante vers l'arrière. Ça sera mg sinus θ. Donc, c'est le côté opposé. Alors voilà, on peut mettre maintenant, alors on peut dire que T va être égal à Fc plus mg sinus θ. Fc, ça va être mu c fois n. Et ensuite, là, on est prêt à remplacer. Alors, on a 0,2 comme coefficient. On avait 242 pour la force normale. Et ensuite, 25, 9,8 et sinus de 10 degrés. Donc, avec tout ça, autrement dit, ce que ça nous dit ici, c'est que le remont de pente doit combattre le frottement plus la composante du poids qui est vers le bas du plan. Alors, ça donne 91 newtons environ pour la tension.
c'est assez peu si on la compare au poids, là. Le poids, grosso modo, 25 fois 10 à peu près, ça ferait 250. Donc c'est moins que le poids, mais c'est normal, notre pente est inclinée de seulement 10 degrés. Donc c'est normal que ça soit beaucoup plus petit. Ensuite, bon, la question c'est calculer la puissance. Alors force fois vitesse. Dans ce cas-ci, la force que le remonte-pente exerce, c'est 91. On a ici un produit scalaire, mais cette force-là, elle est directement orientée dans le sens de la vitesse. Donc, ça sera tout simplement 91 fois 4, ce qui fait 364 watts. Donc, on va obtenir des watts puisque on a ici des newtons fois, si je regarde les unités, là, des newtons fois des mètres par seconde. Alors, vous voyez, newton-mètre, ça fait bien des joules sur des secondes. Alors, on obtient bien des watts. Une unité qu'on voit souvent, particulièrement sur les factures d'électricité, par exemple, c'est le kilowattheure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un kilowattheure? C'est en fait de l'énergie. Donc, bien qu'on ait le terme watt là-dedans, kilowatt en fait, ce n'est pas une puissance, c'est vraiment une unité d'énergie. Pourquoi? Parce que c'est des kilowatts-heure. Donc, en fait, c'est le travail effectué par une puissance de 1 kilowatt durant une heure. Donc, vous voyez, on multiplie en fait la puissance par le temps. Donc, 1 kilowatt durant une heure, ça donne donc de l'énergie. Si on regarde un petit peu pour avoir des joules, qu'est-ce que ça donne? Alors, 1 kWh, c'est donc 1 kilowatt, c'est-à-dire 1000 watts, durant une heure, c'est-à-dire 3600 secondes. Alors, vous voyez maintenant, si on multiplie des watts par des secondes, ça donne des joules, parce que des watts, c'est des joules par seconde. Donc, ça nous donne bien des joules. Alors, 1000 fois 3600, ça donne 3,6 millions. Alors, 3,6 fois 10 à la 6 joules. Donc, 1 kWh, c'est bien de l'énergie. C'est 3,6 millions de joules. On pourrait même l'écrire comme ça, c'est des mégajoules en fait. Donc, c'est une grosse unité d'énergie. C'est un peu pour ça qu'Hydro-Québec s'en sert sur les factures d'électricité. Un petit exemple pour s'habituer un peu avec toutes les unités. On nous dit ici on a un moteur électrique de 1.5 HP, donc 1.5 cheval-vapeur, qui est alimenté avec une pile qui peut fournir 50 kWh. Si le rendement du moteur est de 70%, combien de temps pourrait-il fonctionner avant que l'on doive recharger la pile, en supposant qu'on peut utiliser toute cette énergie-là de la pile, 50 kWh. Alors ici, bien sûr, on a des conversions d'unités à faire, parce que là, on a des HP, des kilowattheures, donc ça ne fonctionne pas ensemble. Première chose qu'on va faire, on va convertir les HP en watts. Donc 1.5 HP, en fait c'est une règle de 3 tout simplement, là. Donc on va dire 1 HP. On l'a vu tout à l'heure, c'est 746 watts. Donc on a 1.5 HP. Alors combien de watts? Alors on multiplie tout simplement 1.5 fois 746. Alors ça donne une puissance de 1119 watts ou encore 1,119 kW. Maintenant, on a un rendement de 70%. Ça veut dire que le 50 kW qui est fourni par la pile, en réalité, il y en a 30% qui va être perdu. Et il va nous en rester. Donc, si on regarde l'énergie, le travail que notre moteur va pouvoir faire, ben, ça va être 50 kWh fois 70%, donc 0,7. Donc ça, c'est le travail que notre moteur va pouvoir accomplir avec cette quantité d'énergie-là. Alors ça fait 35 kWh. Alors maintenant, combien de temps que ça peut durer tout ça? Alors dans le fond, le travail, qu'est-ce que c'est? C'est la puissance fois le temps. Alors on a 35 kWh, notre puissance c'est 1.119 kW. Je vais mettre les unités ici, là, c'est pas dans mon habitude, mais je vais les mettre ici. Fois le temps. Alors 35 kWh. Donc, vous voyez, si je l'envoie de l'autre côté, ça va me donner un temps. Puis comme j'ai des kilowatts ici, ben, le temps que je vais obtenir va être en heures. Alors, on va avoir delta T égale donc 35 sur 1,119. Et ça va nous donner des heures. Alors, ça donne 31,3 heures. Donc, notre moteur va pouvoir fonctionner durant ce temps-là, un peu plus d'une journée. C'est assez normal que ça soit assez long. Là. Vous voyez, on a 1.5 HP, ça donnait seulement un peu plus d'1 kilowatt.
Donc, comme on a 50 kWh, c'est normal que ça dure assez longtemps.